Bonjour et bienvenue. Je tenais à porter à votre connaissance cette lettre de Michel Georget, professeur agrégé de biologie, qui a été toute sa carrière professeur en classe préparatoire. Michel Georget qui a écrit ses livres L'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe en sous-titre. Ça, c'était son dernier livre, c'est son dernier livre, et le précédent, Vaccination, les vérités indésirables. Donc le premier rouge, le deuxième, nouvelle édition, est en vert, mais certaines personnes comme moi ont peut-être sûrement la première édition de Vaccination, les vérités indésirables, qui, comme ici en bas à droite, donc est en rose, donc rose, rouge, vert. Vous prenez tout, c'est vraiment une encyclopédie avec toutes les courbes, toute la démonstration que les courbes du nombre de malades sur telle et telle maladie lors des épidémies avait déjà commencé largement à baisser avant l'introduction des vaccins. Et puis, les fabricants de vaccins ont introduit leurs vaccins et on dit, oh, regardez, les maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Ça n'est pas beaucoup moins simplet que la façon dont je l'expose ici. Les maladies avaient déjà disparu, notamment pareil, la rougeole, la tuberculose. Pour comparaison aussi, également les pays qui n'ont pas vacciné et qui, dans la même période, encore pour la tuberculose, vous verrez les courbes, la Hollande notamment, sur la même période donnée, qui a vu la tuberculose disparaître alors qu'elle n'a pas vacciné. Et en France, à la même période, on a dit c'est grâce au vaccin contre la tuberculose, vaccin BCG que la tuberculose a disparu. Mais quelle est donc l'explication sur la même période, dans un pays voisin, de la disparition de la même maladie? Quand on commence à réfléchir sur des données donc factuelles, beaucoup de questions se posent et effectivement le dogme vaccinal qui répète et en toute introduction de discours à la télé on répète cette phrase les vaccins ont éradiqué les maladies, c'est le plus grand progrès du XXe siècle au niveau de la médecine, dans tous les discours à l'Assemblée nationale, dans tous les discours politiques, chaque médecin avec qui vous allez vouloir commencer à parler, s'il est encore fermé sur la question, c'est aussi par cette phrase qu'il va commencer. Heureusement, il y a des médecins qui, même si la vérité, les vérités indésirables, comme le titre du livre de Michel Georget l'avance, sont difficiles encore à entendre pour lui, il y a quand même ce genre de médecins, ce type de médecins, donc qui peuvent entendre vos doutes, vos interrogations et vos questions, même si lui, ça lui pose encore souci d'aller dans votre sens ou de s'ouvrir à vos questions. Au moins, il les tolère, il vous entend et il comprend que vous ayez des questions. Et voilà, il en discutera avec vous selon les médecins. Voilà, il y a de tout parmi les médecins. Mais chez ceux qui sont encore absolument vouloir imposer cette obligation vaccinale, le discours commence toujours par cette phrase. Et puis après, on a l'enchaînement aussi des autres phrases type. Elles s'enchaînent d'ailleurs toutes toujours à peu près dans le même ordre. Vos enfants risquent de contaminer des enfants fragiles, non vaccinés, qu'on ne peut pas encore vacciner. Il faudrait se poser quand même la question du pourquoi on ne peut pas les vacciner. S'ils sont immunodéprimés et qu'un vaccin est dangereux pour eux, un vaccin est donc potentiellement dangereux, tout court. Encore, voilà, si votre enfant contracte la maladie, vous vous en voudrez toute votre vie. Ce ne sont pas des arguments factuels basés sur des données factuelles et des arguments scientifiques. C'est de la manipulation émotionnelle tout le temps. Et la phrase la plus répétée, l'affirmation répétée des centaines et des milliers de fois, les vaccins ont éradiqué les maladies,
Tout cela n'est devenu vrai qu'à force de répéter la phrase. Mais si on regarde l'histoire et que l'on observe toutes les données et tous les documents qu'il va falloir garder en archive, parce que sinon ça disparaîtra aussi et la démonstration de la vérité disparaîtra avec. Si on regarde toute cette histoire, tout cet historique de la vaccination, des épidémies, eh bien on se rend compte que non, très souvent ce ne sont pas les vaccins qui ont éradiqué les maladies. Alors ici c'était juste pour vous présenter, après cette grande introduction, la lettre donc que Michel Georget, auteur de ces livres que je vous ai encore laissés à l'écran, avait écrit le 9 septembre 2017 donc au ministère de la Santé. Sachant que le 18 octobre 2017, mercredi 18 octobre 2017, en séance matinale, a été discuté donc, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'extension de l'obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins, et que malheureusement il a été voté à 63 voix pour, 9 abstentions et 3 voix contre sur 75 députés présents sur un total de 577 députés à l'Assemblée nationale. Il a été voté cette obligation vaccinale à partir du 1er janvier 2018, le vendredi 27 octobre 2017. Mais je tenais quand même à vous montrer cette lettre parce qu'elle est intéressante au niveau des arguments, des articles de loi, du raisonnement sur la biologie. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des esprits qui réfléchissent et qui sont encore sensés. Donc, cette lettre a été publiée sur le site de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, association de loi 1901 créée le 8 juillet 1954 au moment de l'obligation vaccinale pour le BCG. Et voici ce que Michel Georget a envoyé au ministère de la Santé. Donc, il l'a titré comme ceci: « Quelques vérités qui devraient ouvrir la voie à la liberté vaccinale ». Considération juridique. L'obligation vaccinale est en contradiction avec les articles du Code civil 16-1. Le corps humain est inviolable. 16-3. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Et 16-4, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Ça, c'est le Code civil. L'obligation vaccinale est aussi en contradiction avec la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 sur les droits de l'homme et la biomédecine. On cite cette convention: « L'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. » Cette obligation vaccinale est aussi en contradiction avec la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, décision Salvetti du 9 juillet 2002. En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voici pour les considérations juridiques mises en avant dans la lettre de Michel Georget envoyée au ministère de la Santé. Passons aux considérations scientifiques. Le système HLA, pour rappel donc Human Leukocyte Antigen en anglais, ou CMH, complexe majeur d'histocompatibilité en français. Le système HLA fait de nous des individus tous différents. Nos capacités de défense sont inégales. Elles dépendent de notre identité biologique qui repose sur le système HLA, système qu'il faut harmoniser entre donneurs et receveurs lors des greffes d'organes pour éviter la réaction de rejet. La réponse du système immunitaire aux antigènes, qu'ils soient sauvages ou vaccinaux, repose sur l'activité des lymphocytes sous le contrôle du système HLA, et ceci à deux niveaux. Au niveau de la moelle osseuse et du thymus,
pour le tri des lymphocytes, de façon à éliminer ceux qui seraient incapables de produire une réponse immunitaire et ceux qui donneraient une réponse trop forte, pouvant conduire à une maladie auto-immune. Au niveau de la présentation des peptides antigéniques aux lymphocytes ayant survécu à ce double contrôle et qui établiront la réponse immunitaire. Je vous rappelle que Michel Georget est professeur agrégé de biologie. Il continue donc dans sa lettre. Cette réalité biologique au niveau du système HLA, donc toujours, explique que tous les individus ne sont pas affectés lors d'une épidémie et sur le plan vaccinal, le fait qu'il y ait des bons, moyens, mauvais, voire non répondeurs. Les vaccins, qui sont des produits standards, c'est ce qu'on n'arrête pas de mettre en avant en commentaire que j'ai envie d'introduire maintenant. Comment une petite fiole, la même pour toutes et tous, pourrait produire les mêmes effets sur des individus toutes et tous différents? Nous sommes uniques quant à nos gènes, notre ADN et notre système HLA. Comment on peut prétendre et avoir la prétention qu'une fiole avec le même produit dedans va engendrer sur le système immunitaire de tout le panel d'êtres humains vaccinés en même temps avec cette même substance? Comment peut-on prétendre que ça va produire le même résultat? C'est complètement hasardeux et d'une prétention absolue. C'est ce que nous rappelle d'une certaine façon encore ici Michel Georget dans sa lettre du 9 septembre 2017 au ministère de la Santé. Nous ne savons pas s'il a obtenu réponse. Les vaccins, donc, qui sont des produits standards, ne peuvent pas entraîner des réponses stéréotypées chez des individus qui sont tous génétiquement différents, vrais jumeaux mis à part. C'est ce qui avait conduit le professeur Dosset, prix Nobel de médecine précisément pour ses travaux sur le système HLA, à déclarer lors d'une conférence donnée à Montréal en octobre 1980 « La vaccination des enfants contre toute une série de maladies pourrait bientôt être une pratique du passé. » Je fais une parenthèse tout de suite. Dans de nombreuses vies, pour nous, parents et adultes, c'est une pratique qui fait déjà partie du passé. Et c'est une pratique qu'on a laissée loin au temps de Pasteur et qui ne fait pas partie de notre vie. Nous avons pris la décision, et pour certaines et certains depuis longtemps, que ça n'était pas une pratique intéressante pour être en bonne santé. Il est en effet illusoire de penser qu'un sujet vacciné est un sujet immunisé. Quelques exemples. HLA-B8. Donc quand on est porteur de ce HLA-B8, faible réponse des lymphocytes T cytotoxiques. HLA-DR6. Inhibition de la réponse à l'anatoxine diphtérique. HLA-DR7, faible réponse au vaccin anti-hépatite B. HLA-AW24 et B5, mauvais répondeur au vaccin contre la rubéole. HLA-DQ-A1, étoile 05, B13 et B44, absence de réponse au vaccin contre la rougeole. HLA-DRB1, étoile 01, fréquent chez les sujets atteints de myofascites à macrophages. HLA-A2 et B7, plusieurs publications rapportent un lien avec l'autisme, etc. Michel Georget peut donc nous retracer une longue liste de gènes donc, qui engendrent des réponses vaccinales potentielles différentes d'un individu à l'autre. Il continue. On ne saura que trop le rappeler, comme il va le dire, les vaccins sont insuffisamment évalués. Pas d'études de pharmacocinétique. Dans le cas des médicaments, ces recherches ont pour but d'étudier le devenir dans l'organisme des substances injectées ou ingérées, distribution dans le corps, transformation, excrétion. Or, ces études ne sont pas requises dans le cas des vaccins.
vous lisez bien, et il y a eu d'autres médecins biologistes qui le mettent en avant, et bien sûr les associations, l'initiative citoyenne, l'association Alice, association Liberté Information Santé, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations sur le site de laquelle ce courrier est publié, l'UNAX avec son directeur Jacques Bessin, et toutes les associations qui font partie de l'UNAX, et encore Sûreté Vaccin, Info Expo Vaccin, et j'en oublie à chaque fois, voilà, qu'elles ne m'en veuillent pas si j'oublie toujours quelques-unes d'entre elles. Il y a de nombreuses personnes pour relayer les travaux et les études scientifiques de tous ces médecins et biologistes qui font un travail formidable, dont la voix est étouffée mais finit quand même par porter. Plus nous serons à y réfléchir, à relayer, à s'informer et à se former sur le sujet, et plus on pourra faire en sorte que la vaccination soit une vieille pratique du passé qu'on va laisser derrière nous. Il n'y a pas non plus donc d'études de cancérogénèse. Alors je reprends, oui, la distribution. Ces études ne sont pas requises dans le cas des vaccins, donc les études de pharmacocinétique. Si elles avaient été réalisées pour l'aluminium contenu dans la plupart des vaccins, on aurait pu savoir, avant leur mise sur le marché, qu'il peut rester longtemps au site d'injection. Conférer là-dessus les travaux du professeur Romain Gérardi, qui tire la sonnette d'alarme depuis 15 ans, qui est le spécialiste le plus reconnu internationalement pour l'étude de la présence de nanoparticules d'aluminium au site d'injection des vaccins, et donc en relation avec cette maladie développée qu'est la myofasciite à macrophages. Voilà, donc Michel Georget rappelle que si on avait fait ces études de pharmacocinétique, notamment pour l'aluminium, on aurait su, avant la mise sur le marché des vaccins, que cet aluminium peut rester longtemps au site d'injection, être transporté dans l'organisme, se fixer dans certains tissus, notamment dans le cerveau, après avoir traversé la barrière hémato-encéphalique. Barrière hémato-encéphalique qui est censée protéger le cerveau, et qui, avec ce type de métaux et de particules, n'y arrive plus. Elle est débordée, elle est dépassée, et des substances qui ne devraient jamais se retrouver dans le cerveau s'y retrouvent. Elles s'y retrouvent, et qu'est-ce qui se passe? Neuroinflammation. Tous les enfants autistes présentent ces symptômes de neuroinflammation plus ou moins important, et de manière plus ou moins aggravée, avec donc un autisme plus ou moins sévère en relation. Avec aussi, puisque l'organisme est un tout et que tout agit de manière systémique en réponse, donc les systèmes les uns par rapport aux autres, des capacités à excréter les substances toxiques, notamment au niveau du foie et des autres portes de sortie de l'organisme, qui ne sont pas au top. Voilà pourquoi certains enfants vont développer un autisme et pas d'autres. Il y en a certains chez qui ça passe. Qu'est-ce que ça fait quand même au long cours et tout le long d'une vie, même si en apparence ça passe? C'est une question qu'il est légitime de se poser aussi. Des études poussées devraient être faites pour répondre à ce genre de questions. Alors, pour l'évaluation des vaccins, dans la lettre de Michel Georget, toujours du 9 septembre 2017, envoyée au ministère de la Santé français, il n'y a pas d'étude de cancérogénèse, de génotoxicité ni de mutagénèse. C'est particulièrement aberrant quand on se rappelle notamment la contamination des vaccins polio par le virus cancérigène SV40, virus que l'on retrouve maintenant dans de nombreux cancers, notamment des mésothéliomes et des ostéosarcomes. Et personne ne nie dans l'industrie de fabrication des vaccins la contamination de ceux-ci par ce virus simien SV40, donc virus du singe. Mais c'est pas grave, on fait avec, on continue et tout va bien. La synthèse ici de Michel Georget est vraiment très très exacte et très intéressante. Cette lettre très intéressante à garder tout simplement
en 4 pages, vous avez l'essentiel des raisons pour mettre en doute l'innocuité des vaccins et donc en discuter avec votre médecin, voire même donc d'autres interlocuteurs qui vous feraient passer pour des personnes irresponsables, des hystériques ou je ne sais trop quoi d'autre encore, puisque n'ayant pas d'argument, certaines personnes ne procèdent que par le dénigrement et la disqualification. C'est une grande preuve du manque d'arguments d'ailleurs. Voilà pour la contamination donc cancérigène par le virus cancérigène SV40, virus que l'on retrouve maintenant dans de nombreux cancers, notamment des mésothéliomes et des ostéosarcomes. N'aurait-il pas été indispensable également de conduire de telles études pour le vaccin Gardasil, destiné à protéger les voies génitales des femmes contre les papillomavirus? Petite parenthèse, on va se protéger nos voies génitales toutes seules. En tout cas, moi, je m'en suis fait la promesse. Donc, sachant que le conservateur, je me fais rire toute seule avec mes voies génitales. Le conservateur borax peut, selon la réglementation européenne, et oui, parce que le corps est inviolable. Excusez-moi encore une parenthèse, mais je le rappelle. Le corps est inviolable. Même la peau, même le cerveau. Et donc les voies génitales sont aussi inviolables. Et là, c'est vraiment l'endroit où le terme est très indiqué. Alors, le conservateur borax peut, selon la réglementation européenne, altérer la fertilité et nuire au développement de l'embryon. Le polysorbate stabilisateur peut entraîner l'arrêt des cycles ovariens. Pas de vrai placebo non plus dans ces études complètement insuffisantes. Voici donc la comparaison entre un groupe vacciné et un groupe placebo est très importante pour déceler les effets indésirables. Malheureusement, le groupe placebo n'en est pas un. Il ne reçoit jamais du liquide physiologique, solution saline, qui serait effectivement neutre, mais ce groupe placebo, tenez-vous bien, reçoit une solution contenant tous les ingrédients du vaccin, adjuvants, conservateurs, stabilisateurs, à l'exception des antigènes. Ça n'est pas un vrai placebo. Et ça, c'est une aberration et c'est une malhonnêteté digne d'une haute trahison quant au procédé pour valider des études totalement, enfin c'est même plus biaisé à ce niveau-là, c'est falsifié. Ou bien le vaccin est testé en le comparant à un vaccin dont on connaît déjà les effets indésirables. Si le nouveau vaccin n'en provoque pas si le nouveau vaccin n'en provoque pas davantage, il sera considéré comme bien toléré, ce qui ne serait peut-être pas le cas s'il était comparé à l'injection d'un liquide physiologique. Donc, une vraie étude avec un placebo en regard, c'est un liquide neutre en regard. Cas particulier des vaccins combinés. L'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin est donnée sur présentation d'un dossier. Dans le cas du vaccin combiné ROR, l'autorisation de mise sur le marché a été donnée sur présentation du dossier d'AMM de chacun des 3 vaccins monovalents pour rougeole, oreillon, rubéole, mais il n'y a pas eu d'essai préalable avec le trivalent. Donc, ce vaccin ROR n'a pas été testé dans de vraies conditions. Les essais préalables du trivalent n'ont pas eu lieu. Une petite parenthèse, ne pas confondre vaccin combiné et vaccin recombinant issu du génie génétique comme celui contre l'hépatite B. Voilà, donc le ROR n'a pas fait l'objet d'essais préalables. Les vaccins peuvent entraîner des maladies auto-immunes. Si l'on en croit le professeur Hanslick,
De multiples cas de maladies immunologiques déclenchées par la vaccination sont rapportés dans la littérature, impliquant surtout les vaccins de la grippe et de l'hépatite B, mais aussi du tétanos ou d'autres vaccins. Devant une maladie immunologique, l'enquête étiologique doit systématiquement rechercher l'administration d'un vaccin dans le mois précédant le début des troubles. C'est écrit donc dans la revue de médecine interne de 1996 par le professeur Hanslick. Enquête étiologique. Étiologie, c'est la recherche des causes. Donc quand on recherche les causes d'une maladie immunologique, auto-immune, on devrait systématiquement donc mettre sur le banc des suspectés le vaccin. On continue. Une maladie auto-immune est particulièrement inquiétante, le diabète juvénile insulino-dépendant, diabète de type 1 donc. Pendant 10 ans, entre 1988 et 1997, un registre a été consacré au recueil de l'incidence des nouveaux cas de diabète insulino-dépendant, DID dans son abréviation. Pendant cette période, l'augmentation de cette incidence a été de 29% pour les moins de 20 ans et de 79% pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc dans le BEH de 2017, le numéro 44-45. Cette augmentation au cours du temps s'accélérant chez les plus jeunes. Le même phénomène a été observé en Finlande et les observateurs soupçonnent clairement la responsabilité de la composante au rayon du vaccin ROR. Les cas de maladies auto-immunes, notamment neurologiques, enregistrés dans les suites de la vaccination anti-hépatite B sont également nombreux. SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, et SEP, sclérose en plaques, pour ne citer que les plus connus. Et on termine cette lettre de Michel Georget. Les vaccins sont potentiellement contaminés. Ce problème concerne surtout les vaccins antiviraux qui nécessitent des cultures cellulaires, souvent de lignée continue, qui présentent des caractères de cellules cancéreuses. Ces cultures peuvent être contaminées par des protéines cancérigènes, des virus et de l'ADN. Des virus ici issus des cellules animales qui ont été prélevées pour fabriquer ces vaccins, donc pour précision. Ces contaminations sont connues depuis longtemps, au point que l'OMS a réuni en 1986, il y a 21 ans, 1986, il y a 31 ans, pardon, oui, 1986, 2017, 31 ans. L'OMS a réuni en 1986 un comité d'experts pour en étudier les risques dans la fabrication de produits biologiques, dont les vaccins. Les exemples sont nombreux de ces contaminations par des virus. Contamination des vaccins contre la fièvre jaune par le virus de l'hépatite B au Brésil en 1930 et dans l'armée américaine en 1942. La préparation des vaccins ayant utilisé du sérum humain prélevé chez des porteurs du virus de l'hépatite B. Contamination pendant 10 ans des vaccins anti-polio par le virus simien SV40, virus du singe, donc puisque c'était des cellules de reins de singe vert qui ont été utilisées pour l'élaboration de ces vaccins anti-polio. Ces virus se retrouvent aujourd'hui dans divers cancers, notamment des mésothéliomes chez des sujets n'ayant jamais été exposés à l'amiante, puisque c'est un des cancers développés après l'amiante. Contamination des vaccins antirotavirus par des virus porcins. Quant aux contaminations par de l'ADN, elles sont préoccupantes car l'ADN ayant une structure universelle, les fragments qui contaminent les vaccins peuvent s'intégrer dans notre ADN, y perturber le fonctionnement des gènes et conduire à des cancers.
Les vaccins modifient l'équilibre écologique des pathogènes. Lorsque les pathogènes présentent plusieurs sérotypes, la pression vaccinale modifie leur équilibre et les souches visées par le vaccin sont remplacées par d'autres souches tout aussi menaçantes. C'est une perpétuelle fuite en avant. C'est le cas par exemple des pneumocoques, des méningocoques et des papillomavirus. Les vaccins déplacent l'âge de survenue des maladies infantiles vers des âges où elles sont plus dangereuses. Nourrissons, que l'on ne peut encore vacciner, et adultes. C'est le cas typique de la rougeole. Donc, en d'autres termes, c'est à cause de la vaccination depuis plusieurs années et plusieurs décennies que maintenant on retrouve la rougeole chez des nourrissons alors que ça n'est pas l'âge naturel où cette maladie infantile est faite depuis la nuit des temps, et à l'âge adulte encore moins donc, puisque c'est une maladie infantile par définition. Pour la rougeole donc. Michel Georget conclut cette lettre de 4 pages quand même, en grandes lettres et en gros caractères gras. Tout bien considéré, la balance bénéfice-risque est-elle aussi positive qu'on le dit? Point d'interrogation, il pose la question, avec beaucoup de précaution. Quant à la balance coût-bénéfice, elle penche nettement du côté du coût, notamment pour l'hépatite B, la grippe et les papillomavirus. Fin de cette lettre, que vous avez donc sur le site de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Faut-il être biologiste pour pouvoir réfléchir à tout ça? En tant que parent, en tant que citoyen, citoyenne, dans tous les cas, vous pouvez vous appuyer sur cette lettre qui est celle de quelqu'un qui connaît très bien son sujet, qui a une grande expertise comme d'autres, comme le docteur Marc Vercouter, donc président d'ALICE, Association Liberté Information Santé, 40 années d'expertise aussi. Ce sont des médecins, des biologistes agrégés, ce ne sont pas des passants dans la rue qui tout à coup ont envie de s'énerver contre la vaccination. Donc ce sont vraiment des gens très sérieux qui travaillent sur le sujet. Depuis plusieurs décennies, vous pouvez vous emparer de ces documents. Toutes ces associations à but non lucratif, avec tous les gens qui travaillent gratuitement derrière et qui vous mettent ces documents à disposition, voilà, pour vous aider, font vraiment un travail faramineux. Donc prenez vos décisions et faites vous-même votre réflexion, cumulez les informations jusqu'à temps que vous ayez une position ferme sur le sujet, que vous puissiez prendre votre décision. Et vous verrez d'ailleurs, plus vous serez informé, moins vous aurez de personnes pour faire pression sur vous quant à la vaccination obligatoire. Elle s'évanouit, cette pression, presque comme par enchantement à ce moment-là, puisque en face, vous en saurez tellement qu'ils vont, eux, tout à fait comprendre que là, ils ne vont pas pouvoir discuter avec vous parce qu'ils vont être à court d'arguments. À moins qu'ils essayent par la voie émotionnelle. Alors là, ce sera peut-être un petit travail aussi à faire au niveau personnel, de voir si vous êtes encore susceptible de plier à ce genre de manipulation par l'émotionnel. Bon courage à vous et bon travail sur toutes ces informations. Mettez-les bien de côté, gardez-les, diffusez-les bien sûr, donnez-les à toute personne qui en aurait besoin. C'est comme ça que l'information passe. Bon courage et à très bientôt.